Alors, bienvenue à la présentation Francisation et intégration des nouveaux arrivants. Comme l'a précédemment dit Mme Renck, on ne va pas vous parler de tous les nouveaux arrivants de la Ville de Québec, mais spécifiquement de ceux qui fréquentent le centre Louis-Joliette, car ce sont eux qu'on connaît et avec lesquels on agit, on travaille tous les jours. Je suis enseignante en francisation, principalement alpha francisation. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Ma collègue Stéphanie, enseignante en intégration socio-professionnelle. Et pour vous situer un peu, la francisation et l'intégration socio-professionnelle sont deux programmes du ministère de l'Éducation à l'éducation des adultes. Donc, ce sont des programmes au même titre que le français, les mathématiques. Voilà, pour vous situer un peu. Alors, le centre Louis-Joliette, c'est à Québec, au cœur même de la ville de Québec. C'est un centre d'éducation des adultes qui fait partie de la commission scolaire de la capitale. Quand on dit commission scolaire, on parle de l'éducation publique, donc de l'éducation gratuite aussi. Qui fréquente le centre Louis-Joliette? Bien, en fait, c'est toute personne qui désire soit finir pour obtenir un diplôme d'études secondaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a, justement, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui veulent faire la francisation, il y a de l'intégration sociale. Et oui, c'est ça. Donc, ça, c'est principalement les domaines dont on va vous parler tout à l'heure. Entre les murs du centre, on a une grande équipe d'enseignants. On a des conseillers pédagogiques, on a des conseillers en orientation. On a, quand on a la chance d'avoir des sous pour ça, on a un travailleur social. Il y a une précieuse animatrice à la vie étudiante. Donc, comme dans une école secondaire, on a tous ces gens-là qui sont là pour aider les gens qui fréquentent le centre à cheminer vers leur projet de vie, donc idéalement le marché du travail plus tard. Alors, quelques chiffres pour vous parler de... Là, on a utilisé le mot clientèle. On est conscient que ce n'est pas pour une école, ce ne sont pas des clients, mais c'est quand même un mot assez général qui explique bien, là, qui parle bien des gens. À l'école, on les appelle élèves. Même si ce sont des adultes, le mot employé, c'est élève parce qu'on est dans le milieu de l'éducation secondaire. Donc, si vous voyez dans les 5 dernières années, dans le centre, moi, je vais vous parler du centre en haut. Dans le centre, la clientèle allophone représente toujours, bon an, mal an, autour de 50 et 60 %, entre 50 et 60 %. En fait, on ne s'est pas rendu à 60, mais on voit qu'on avait 51 et l'an dernier, on avait 56 % des gens inscrits au centre sont des allophones. Okay. C'est quand même... un nombre important. Et quand vous marchez dans l'école, bien, c'est très pluriethnique. C'est riche en couleurs et en culture. Et on parle bien ici des chiffres qui sont vraiment seulement pour l'école centre. Donc, ça ne compte pas nos points de service à l'externe ou nos partenaires non plus. Donc, c'est vraiment pour l'école en tant que telle. Voilà. Pour la rentrée, on n'a pas, bien sûr, les chiffres ne sont pas là pour la rentrée 2017, qui s'est fait il y a 6 semaines. Juste pour la francisation, c'était 25 groupes à temps plein d'élèves avec lesquels on a commencé l'année. Ça représente près de 400 élèves de francisation. C'est la plus grosse rentrée dans l'histoire du centre. Donc, peut-être que c'est possible que ces chiffres-là augmentent encore. Là, on verra l'année prochaine, on sait toujours plus tard. Alors, qui sont les
apprenants allophones à l'école. Donc, on a des adultes immigrants qui sont arrivés très récemment, qui débutent leur francisation. Ensuite, on a aussi des gens qui sont en poursuite de francisation, que ce soit parce qu'ils avaient déjà commencé à apprendre le français avant d'arriver au Canada, ou simplement parce qu'ils ont fait l'équivalent de 9 mois ou une année de cours au ministère de l'Immigration, qui donne des cours de francisation aussi. Parfois, ça, ce n'est pas suffisant pour leurs besoins, donc ils peuvent continuer à l'éducation des adultes. On a aussi, et on les distingue, des jeunes adultes. Donc, les jeunes, quand je dis jeunes adultes, ce sont ceux qui sont, quand ils sont arrivés au Québec, ils étaient adolescents, ils sont allés à l'école secondaire, parfois avec de grands retards scolaires qu'ils avaient accumulés. Et puis, quand ils arrivent à 16 ans, 17 ans, c'est plus possible pour eux de continuer à l'école secondaire, mais ils n'ont pas les acquis pour avoir un diplôme. Donc, ils continuent soit leur scolarisation dans le but d'obtenir un diplôme d'études secondaires au Centre Louis-Joliette, ou parfois, s'il leur manque même du français pour être capable de suivre ces cours-là, ils viennent en francisation. Donc, ce qui est bizarre parfois avec ces jeunes-là, c'est que à l'oral, ils ont acquis quand même pas mal de français, mais ils n'ont pas appris à l'écrire et ça fait des drôles de mélanges dans la classe. Ici, j'ai écrit « Tout statut d'immigrant confondu ». Donc, ça peut être des immigrants indépendants qui sont en francisation. Ça peut être beaucoup de réfugiés, évidemment, parce que leurs besoins de francisation sont très grands. Et on a aussi parfois même des demandeurs d'asile qui ont droit à la francisation, dont droit de venir à l'école gratuitement pour la francisation. Voilà. Pour la francisation, parce que là, je vous ai parlé du centre, mais pour la francisation, on distingue 2 cheminements. Donc, il y a d'abord le programme de francisation pour adultes allophones scolarisés. Le ministère de l'Éducation considère que scolarisé, c'est 9 années d'études ou plus, 9 années de scolarité. Donc, ça, c'est le programme du ministère et le programme est enseigné, les cours sont dispensés normalement. Et il y a aussi le cheminement qui n'est pas nécessairement un programme, on va dire cheminement d'alpha-francisation pour des gens peu ou pas scolarisés. Et c'est avec eux que je travaille, c'est à eux que j'enseigne. Et c'est pas pour eux qu'on a été préparés à enseigner, mais avec leur grand nombre et tout ça, bien, on développe toutes sortes de compétences afin de les aider à apprendre la langue. Donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail de leur profil. Donc, les gens qui sont en alpha-francisation sont des adultes. Alors, je les appelle élèves, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont des adultes. C'est des gens qui ont une éducation primaire soit incomplète ou même inexistante. Bien, pour ça, il y a plusieurs raisons, principalement parce qu'ils viennent d'endroits où il y avait des conflits sociopolitiques et leur scolarité a été interrompue. Mais il y a toutes sortes d'autres raisons là, qui peuvent faire qu'ils n'avaient pas de scolarité. Je pense à beaucoup de femmes, par exemple, qui, dans leur socialement, où elles avaient des responsabilités autres que d'aller à l'école. Donc, souvent, les femmes qu'on reçoit, elles ne sont jamais allées à l'école et ça a toutes sortes de conséquences sur l'apprentissage du français. Donc, ce sont des gens qui ne lisent pas ou qui lisent très peu, pas parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils ne savent pas. Ils n'écrivent pas ou ils écrivent très peu. Alors, imaginez-vous si on vous met à apprendre, à vous enseigner une langue et que vous ne pouvez pas écrire pour prendre des notes, pour étudier ou pour mémoriser ou pour retenir les choses qu'on vous enseigne. Donc, tout se passe ici, dans la mémoire, à l'oral. C'est difficile et on atteint vite les limites de la mémoire, comme ça. Les progrès se font, mais ils sont très lents. Donc, c'est beaucoup plus lent. Il faut prévoir beaucoup plus de temps pour l'apprentissage.
Donc, comme on vient de dire, le monde de l'écrit leur est inconnu, mais la culture scolaire aussi leur est inconnue, et encore plus la culture scolaire nord-américaine, bien sûr. Mais dans la classe, comment ça se reflète? Bien, toutes les choses qu'on a déjà apprises quand on était jeune, mais qu'on a oublié qu'on a appris pour la première fois. Par exemple, écrire sur une ligne, ouvrir un cahier de notes, puis l'ouvrir à la première page, puis continuer dans un ordre précis de tourner les pages. Donc, toutes sortes de petits gestes. Lever la main pour parler, toutes sortes de petits gestes qui font que la classe fonctionne bien ou la classe fonctionne moins bien. Donc ça, on a à les enseigner, toutes ces petites choses-là. C'est des gens aussi qui ont très peu de stratégie en classe. Donc, quand on parle de stratégie d'apprentissage, comme on a dit, prendre des notes, c'en est une. Ça, c'est pas des choses courantes. Tous les petits trucs, les petites choses que vous faites pour vous aider à apprendre, bien, dans le contexte de la classe, ces gens-là ne les utilisent pas, ils n'ont jamais été entraînés à le faire. Donc, nous, on essaye de l'enseigner, mais souvent, ils ont tellement développé de stratégies d'évitement que c'est difficile de changer tout ça. Mais ça fonctionne, il y a beaucoup de progrès et quand ils voient que ça devient, c'est gagnant de le faire, bien, ça paye. Donc, tout ça pour dire que pour les gens en alpha-francisation, le défi est double. Ils doivent apprendre le français, mais ils doivent aussi apprendre à apprendre. Apprendre un peu à lire, un peu à écrire, parce que au Québec, on est dans une société qui est très... l'écrit est très important. Pour faire toutes sortes de choses, on a besoin d'un minimum d'écrit. Donc, si on veut les amener vers une intégration minimale de la société, bien, ils doivent être capables de le faire un minimum. Donc, notre but, ce n'est pas de les scolariser pour qu'ils atteignent l'université, mais qu'ils soient un minimum fonctionnel avec le peu d'écrit et qu'ils continuent d'apprendre la langue aussi. Je vais vous présenter une petite capsule vidéo. Ça a été fait la semaine dernière, c'est tout frais. J'ai demandé à des personnes dans ma classe s'ils acceptaient de se faire filmer, que ce serait présenté à des gens à l'université, puis ils étaient contents de le faire. Vous allez voir, bon, moi, je pose des questions. Les questions que je pose, c'est des questions, c'est pas improvisé comme ça. Les questions que j'ai choisies, c'est des questions qu'on a travaillées. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille à comprendre la question, à répondre. Et je ne suis pas sortie de ces questions-là parce que je voulais pas les mettre en échec devant la caméra, mais vous allez voir que même ça, ce n'est pas si simple. Et puis, écoutez, je vous mets au défi d'écouter aussi les propos, puis de voir qu'est-ce que ça peut nous révéler sur leur quotidien. Donc, les réponses qu'ils vont nous donner. On a quatre apprenants. Vous en verrez quatre. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ahmad. Ahmad. De quel pays tu viens? Je viens de la Syrie. OK. Ça fait combien de temps que tu es arrivé ici? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi? Oui. Oui. Puis, où est-ce que tu habites? J'habite à Noumalou. À Noumalou. OK. Ahmad, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 4 enfants. 4 enfants? 3 garçons et une fille. 3 garçons et une fille. Et ton plus grand, il a quel âge? Il a 16 ans. 16 ans. Et le plus jeune? C'est 12 ans, 7 ans. La petite fille, 5 ans. 5 ans. Alors, 16 ans et 5 ans. Très bien. Puis, Ahmad, qu'est-ce que tu fais les fins de semaine quand tu es à la maison? Je vais visiter chez mon ami. OK.
Je vais au magasin. Au magasin? Je vais au parc. Au parc? Et quel magasin tu aimes à Québec? À 40. Ça, c'est l'épicerie? Bien, c'est 40. OK. Est-ce qu'il y a d'autres magasins que tu aimes? Maxime. C'est passé. C'est passé? OK. Est-ce que tu connais Canadian Tower? Oui. Oui. Est-ce que tu aimes aller là? Oui, beaucoup. Tous les jours, le commentaire. Pour ta voiture? Pour la voiture, oui. OK. Bon. Merci beaucoup, Amand. Rien. Bonjour. Bonjour, ça. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Sancha Maya. Sancha Maya. Oui. Sancha Maya Rai. Oui. Oui. Sancha Maya, de quel pays vous venez? Je vais du Bhoutan. Du Bhoutan. Ah oui. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Et ça fait 3 ans. 3 ans? Ah, OK. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Limano. À Limoilou? Oui. Est-ce que vous... Oh, c'est la cloche de l'école. Est-ce que vous habitez avec d'autres personnes? Ah oui. Mon frère. Ton père? Frère. Ton frère? Ton frère. Oui. OK. Belle-sœur, Agnès et tout. OK. Donc, ta belle-sœur, ta nièce. 5 personnes dans la porte? Oui. OK. Très bien. Et qu'est-ce que, aujourd'hui, on va finir la classe à 12h30. Qu'est-ce que tu vas faire après? Dans la classe quand fini, retourner la maison et à chercher l'argent. L'argent? Ah oui. L'argent à la banque? À la machine. À la- Machine. Ah, guichet automatique. Eh oui. Ah, merci. Je n'avais pas compris à la machine. Moi aussi parler difficile, moi, madame, je n'ai pas connu. Je ne sais pas parler. Ah, donc au guichet, c'est plus facile, tu n'as pas besoin de parler. Ah, bon, ben, c'est très bien. Et la machine, pour toi, tu comprends bien la machine? Oui. OK, très bien. Merci, Sancha. De l'aide. Bonjour mesdames, Bonjour. Comment vous vous appelez? je m'appelle Matimaya Magar, Motimaya Magar. Et de quel pays vous venez? je viens du Bhoutan. Du Bhoutan. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Ça fait 4 ans. 4 ans. Oui. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Basile. À Basile. Et est-ce que vous habitez avec d'autres personnes? Non, ma famille, Ta famille, c'est qui? Ta famille? belle-mère, mon mari, mon garçon. Très bien. Et dites-moi, qu'est-ce que vous aimez faire la fin de semaine? La semaine, j'ai cuisiné, j'ai du riz, cuisiné. Est-ce que vous mangez beaucoup de riz? Oui. 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 Tous les jours? Oui, tous les jours. Oui. Très bien. Et quoi d'autre? Est-ce que vous cuisinez toute la fin de semaine? Oui, ça. Le matin, le soir, Tous les jours? tous les jours. OK. Ah, le matin, avant de venir à l'école, Oui. qu'est-ce que vous faites? À quelle heure vous vous réveillez? 5 ans, 4 ans. 5 heures ou 4 heures? Oui. Ouais, c'est très tôt. Et qu'est-ce que vous faites avant de venir à l'école le matin? Du riz. Vous préparez du riz? Pour tout le monde? Oui. Ah, très bien. Merci beaucoup, Matimaya. De rien. Bonjour.
Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bélise. Oui. De quel pays tu viens? Je viens du Burundi. Du? Je viens du Burundi. Du Burundi. Ouais. Très bien. Ça fait combien de temps que tu habites ici? Ah oui, ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais. Et où est-ce que tu habites? J'habite à Vanille. À Vanier. Ouais. Et est-ce que tu habites avec d'autres personnes? Oui, avec les nièces. Avec ta nièce? Ouais. Ah, très bien. Est-ce que ta nièce, elle fait aussi des cours de francisation? Oui, À l'école Louis-Joliet? oui. Ah, très bien. Et dis-moi, Bélise, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui quand le cours va finir? Oui, après l'école, j'ai cuisiné. J'ai fait cuisiner. Après, j'ai pratiqué le français. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu vas pratiquer? J'ai pratiqué pour lire. Pour lire? Ouais. OK. Est-ce que tu aimes lire? Oui, Oui. oui. Est-ce que tu aimes venir à l'école pour apprendre le français? Oui. Oui, hein? Oui. Je pense que oui, parce que tu es toujours souriante. Oui. Très bien. Et, qu'est-ce que tu vas faire pendant la fin de semaine? À la fin de semaine, je vais aller à l'église pour chanter. Pour chanter. Ouais. Est-ce que tu aimes chanter? Oui. Ah, très bien. Ça va être très beau. Oui. Merci beaucoup. De rien. Merci vous aussi. Merci. OK. Donc, bon, je ne sais pas comment vous avez perçu tout ça. Bon, là, c'est quatre élèves. Dans ma classe, il y en a 12. Il y en a 10 qui viennent du Bhoutan ou Népal, là, qui est un des deux pays. Et un Syrien et une femme du Burundi que vous avez vu à l'écran. Donc, ces gens-là sont dans l'apprentissage du français, bien sûr, mais aussi un petit peu de l'écrit. Et puis, bon, il y en a qui progressent plus vite, comme Bélise, que vous avez vu, qui aime à la maison, elle aime ça relire ces choses, puis ça paraît. Bon. Qu'est-ce que je disais? Que ça révèle un petit peu, on peut comprendre que la fin de semaine, les activités qui pourraient les faire progresser plus vite ou tout ça sont assez limitées. En fait, c'est aller à l'épicerie, cuisiner, faire le ménage. À MAD, peut-être qu'il y avait un peu plus d'activités, mais encore là, on a vu, sauf le premier, Ahmad, qui est là depuis 1 an et demi, puis qui a quand même bien progressé. Les autres sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai une femme ça fait 8 ans qui est ici. Pourtant, quand on l'entend parler français, ça ne paraît pas. Parce que, pour toutes sortes de raisons qui font que l'apprentissage est difficile, mais c'est ça. Donc, tout ça, c'est un peu les défis qu'on voulait amener. C'est que, oui, il y a la langue, mais la langue qui est importante dans l'intégration, mais il y a souvent beaucoup de choses aussi qui viennent freiner puis qui viennent faire obstacle à cet apprentissage-là, puis au reste. Donc, il y a toute l'absence des repères socioculturels. Par exemple, des choses très simples, là, comme nous, bien, notre système de santé, comment on fonctionne, quand est-ce qu'on va à l'hôpital, puis pourquoi on ne va pas à l'hôpital, pourquoi c'est préférable d'aller dans une clinique, par exemple. Quand est-ce qu'on prend des rendez-vous est-ce qu'on prend des rendez-vous quand on travaille? Là, ils ne travaillent pas, ils viennent à l'école, mais souvent, moi, c'est toutes sortes de rendez-vous. Puis l'après-midi, c'est ça, nos heures de cours, c'est le matin, tous les matins, de 8h15 à 12h30. Et les après-midi sont souvent libres. Donc, les rendez-vous sont quand même pris le matin parce que c'est ça, on m'a donné un rendez-vous, donc je le prends.
quand c'est des choses urgentes, on comprend, mais parfois, il y a des choses qui peuvent se placer ailleurs, mais non, ils n'ont pas le français pour le faire. Ils prennent ce qu'on leur donne, puis ils n'ont pas le français pour demander, bien, est-ce que vous avez un autre moment, tout ça. Donc, c'est pris comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait beaucoup d'absentéisme. Oui, beaucoup d'absentéisme. Ils ont, comme on a vu, souvent peu d'échanges ou d'interactions à l'extérieur des cours de français. Ici, je ne parle pas socialement, parce que les gens qui habitent avec leur famille, ils ont des amis et tout ça, donc il y a un réseau social quand même. Mais quand on parle de mettre en pratique, d'essayer de pratiquer la langue, ça, c'est carrément absent. La madame qui va au guichet pour éviter d'avoir à parler, bien, ça, c'est un exemple, mais je sais très bien qu'à l'épicerie, par exemple, juste d'écouter la caissière, ils n'écoutent pas la caissière, quel prix elle va leur demander. Ils préfèrent regarder sur la caisse. C'est tout le temps, et on peut comprendre que si c'est des adultes, comme la dame qui a 58 ans, toute sa vie, elle n'a jamais su lire ou écrire, bien, ses habitudes sont faites, ses stratégies sont développées à éviter tout ça, donc elle continue tout simplement à le faire. Ça va moins vite pour apprendre le français. Un autre obstacle qui vient se mettre, c'est souvent la charge familiale. Bon, il y a deux types. Quand on parlait des jeunes, bien souvent les jeunes, ils vont avoir les responsabilités familiales des adultes parce qu'eux progressent plus vite à l'oral et tout ça. Donc, ils vont être chargés de faire toutes les choses que, normalement, ce sont les parents qui feraient. Et aussi, il y a la charge, on parle de la famille élargie. Souvent, il y a une partie de la famille qui est au Québec, une autre partie ailleurs, dans le pays d'origine peut-être, où il y a encore des problèmes. Et quand il y a des problèmes là-bas, bien, les problèmes sont ici aussi et sont même dans la classe. C'est des préoccupations, c'est de l'argent qu'on envoie à la famille. Donc, tout ça, ça fait que l'esprit n'est pas toujours présent pour l'apprentissage. Justement, bien, je fais le lien avec les préoccupations, les inquiétudes, l'état de santé. C'est difficile à détecter, c'est difficile à intervenir aussi. Et tout ça, bien, c'est présent au moment où on travaille avec eux. Et même par rapport à la charge familiale, on en a beaucoup qui arrivent ici, qui ont plusieurs enfants. C'est pas rare qu'on va en avoir qui en ont 7, 8, 9, 10, 11, 12 enfants. Fait que c'est sûr qu'au niveau des responsabilités familiales, il y a vraiment quelque chose d'important. Fait que c'est évident que quand il y a une personne, par exemple, qui est davantage francisée, souvent, on va voir que cette personne-là va aller s'occuper. Si un rendez-vous, bien, va toujours manquer pour aller agir à titre d'interprète, par exemple. Puis pour la famille élargie, on en a aussi qui parrainent des personnes qui sont encore dans leur pays d'origine. Donc, au niveau des préoccupations, malgré le faible revenu qu'ils reçoivent, vont prendre une partie de cet argent-là quand même pour continuer de l'envoyer dans leur pays. Donc, ils sont constamment... il y en a beaucoup qui sont toujours en mode survie, là, finalement. Si on continue avec les défis, c'est sûr que pour nos élèves, se connaître, partir de ses besoins, pour plusieurs, c'est quelque chose qui n'est pas commun là, pour eux. C'est quelque chose d'inhabituel. Si on leur dit, bien, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Quelles sont tes forces, tes aptitudes? Il y en a qui nous regardent et qui nous disent, je sais pas, moi, madame, là, parce que c'est pas quelque chose qui est habituel. Ils étaient habitués dans leur communauté, par exemple, à dire, bien là, on a besoin de quelqu'un qui va aller prendre soin, par exemple, des personnes âgées. OK, bien cette personne-là va devenir une personne qui va prendre soin. Donc, c'est quand même un défi. Après, quand nous, on veut les intégrer vers le marché du travail, quand on arrive pour les positionner sur ce qui pourrait être réaliste, ce qui peut les intéresser, c'est quand même difficile. Il y a toute la question aussi des rôles prédéterminés par la famille. Dans certaines cultures, par exemple, dans une même famille, il va y avoir quelqu'un qui va être destiné à pourvoir pour la famille. Donc, c'est quelqu'un qui va aller rapidement travailler pour gagner de l'argent, pour que les autres personnes puissent vivre, aller à l'école, tout ça. Au même titre qu'il y en a d'autres qui vont avoir le rôle de se scolariser. Donc, des fois, on en a qui vont vouloir absolument aller chercher leur diplôme d'études secondaires, sauf que c'est des personnes que c'est peut-être pas nécessairement réaliste avec leurs capacités. Donc là, ces personnes-là vont essayer de poursuivre l'école plus longtemps, mais des fois, ce serait peut-être pas la personne désignée dans la famille pour le faire, par exemple.
Il y a une question aussi de faire reconnaître les acquis scolaires. Donc, on pourrait penser que les gens qui arrivent, ce sont toutes des personnes qui ne sont pas scolarisées. On en a qui sont scolarisées. Moi, j'aide des personnes qui étaient ingénieurs, dentistes, enseignants dans leur pays, tout ça. Mais quand ces personnes-là arrivent ici, il y en a que, premièrement, au niveau de faire la reconnaissance de l'équivalence des études, bon, c'est quand même un processus qui est un peu compliqué. Il y en a d'autres qui arrivent ici qui n'ont plus de papier parce que ce sont des réfugiés, tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Et quand on réussit à faire une reconnaissance des acquis scolaires, souvent, le problème qu'on va avoir, c'est que pour aller chercher la formation manquante pour avoir un titre professionnel, ces personnes-là n'auront pas les préalables scolaires québécois pour pouvoir aller suivre la formation. Donc, c'est quelque chose qui est difficile. Il y a toute la question aussi de la méconnaissance du marché du travail. Comment ça fonctionne, le marché du travail ici au Québec et à Québec, entre autres? Quels sont les emplois à pourvoir? Où se chercher un emploi? Comment faire aussi pour aborder un employeur? Donc, on voyait, entre autres, avec nos élèves népalais, par exemple, ils allaient se diriger vers des employeurs à groupe de 6, 7, 8 personnes. Ils allaient voir puis ils disaient, bien, nous, on veut du travail. Là. Puis là, c'était pour tout le monde en même temps. Donc, ces personnes-là se dirigeaient tous dans les mêmes entreprises, des usines de transformation alimentaire, par exemple, des buanderies, des employeurs là, qui... Les élèves se parlaient puis allaient là en masse pour se faire engager ensemble. Donc, on s'entend qu'il y a tout un apprentissage à faire pour savoir comment entrer en relation avec les employeurs. On sait que maintenant, par exemple, les candidatures, ça se fait souvent par Internet, envoyer des courriels. Il y en a beaucoup qui arrivent ici, puis que Internet, les ordinateurs, là, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent comme nous, on peut connaître. Donc, ça aussi, c'est un défi. Puis tantôt, on parlait d'évitement pour la communication. Il y en a qui arrivent, puis disons qu'ils réussissent à entrer en contact avec un employeur, puis qu'un employeur retient leur candidature. Bien, quand les employeurs les relancent par téléphone, il y en a qui refusent de répondre au téléphone. Il y en a qui vont attendre qu'on leur laisse un message. Ils vont prendre le message, puis après ça, peut-être, ils vont les relancer. Puis encore là, c'est pas sûr parce que c'est très difficile au téléphone pour eux d'échanger. Donc ça, c'est un défi qui est hyper important. Tu peux changer? Donc, il y a toute la question aussi de pouvoir acquérir une expérience de travail québécoise. On a des gens qui arrivent ici qui n'ont jamais travaillé. Il y en a qui ont été, par exemple, dans des camps de réfugiés toute leur vie, donc qui n'ont jamais vraiment eu d'emploi, ou d'autres qui s'occupaient de leur famille dans leur pays. Et il y en a qui arrivent ici qui ont de l'expérience, mais ce n'est pas nécessairement reconnu de nos employeurs. Donc, exemple, j'avais un élève qui était arrivé, qui avait 20 ans d'expérience en soudure. On sait que le domaine de la métallurgie, c'est un domaine où est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre présentement. Bien, malgré ça, les employeurs disaient « la soudure dans ton pays, là, c'est sûrement pas comme ici ». Donc, ils étaient hésitants à lui donner sa chance, ou encore le faisaient commencer vraiment en bas de l'échelle. Donc, c'est un peu difficile parfois là, pour les gens de faire reconnaître leur expérience. Il y a une question de crainte du milieu de travail dans les deux sens. Il y a certaines personnes qui sont très bien à l'école puis qui hésitent à vouloir aller travailler. Ils ont peur de comment ça va se passer quand ils vont sortir de les murs de l'école. Mais il y a la crainte aussi des employeurs. Il y a des employeurs qui n'ont jamais reçu de personnes immigrantes dans leur entreprise, qui ne savent pas trop comment ça va se passer, qui sont hésitants, qui ont une certaine méconnaissance aussi des immigrants. Donc, ça fait qu'il y a des employeurs qui parfois, laisseront peut-être pas la chance ou ça va être plus difficile de les convaincre. Puis ça, on pense, parfois on dit que ça n'existe plus, ça, en 2017, mais oui, ça existe. Puis même des fois, des gros employeurs de la région quand même qui vont être hésitants. Mais ce qui est une bonne chose là-dedans, c'est qu'une fois qu'ils ont tenté l'expérience, souvent, ils sont contents puis ils vont vouloir répéter cette expérience-là. Donc, par rapport à ça, dans le fond, pour un peu contrer les défis que nos élèves allophones vont vivre, on a pris différentes initiatives. Entre autres, il y a le programme d'intégration socio-professionnelle à notre école. C'est sûr que le programme, ce n'est pas une initiative en tant que telle pour les personnes immigrantes, mais on prend une voie dans notre programme pour aider ces personnes-là, justement, à surmonter les défis. Donc, le but du programme ISP, c'est de développer des compétences pour faciliter l'accès au marché du travail et le maintien en emploi ou la poursuite des études. Donc, les gens qui vont venir faire le programme chez nous, leur but, généralement, c'est d'avoir un emploi à la fin dans un métier qui les intéresse. Mais il y en a aussi qui vont venir pour valider un choix professionnel et faire une première expérience sur le marché du travail pour ensuite poursuivre leurs études, peut-être en formation professionnelle ou au collégial.
Si on regarde le portrait de notre clientèle, tout à l'heure, Julie vous a présenté les chiffres centres. Nous, en intégration socio-professionnelle, si on recule de 5 ans, à l'interne, on avait à peu près 42 de notre clientèle qui était une clientèle née hors pays. Et si on vient à l'année passée, on était rendu à 63 %. Donc, on voit vraiment que c'est une direction vers laquelle on se dirige dans notre programme. Donc, c'est pour ça que ça nécessite qu'on fasse quand même des adaptations pour pouvoir aider adéquatement cette clientèle-là. Et si on prenait même nos partenaires et nos points de service à l'externe, on pourrait dire que le pourcentage pourrait avoisiner même les 70 % de notre clientèle maintenant. Donc, les deux parcours possibles pour les gens qui viennent en intégration socio-professionnelle, il y a les métiers semi-spécialisés et les métiers non spécialisés. Donc, quand on parle de métiers semi-spécialisés, ce sont des métiers qui sont inscrits sur la liste du ministère de l'Éducation. Il en existe 129. Et ce que ça va donner comme diplôme aux élèves, c'est un certificat de formation à un métier semi-spécialisé qu'on appelle communément un CFMS. Si les élèves répondent aux critères scolaires, c'est-à-dire un premier cycle du secondaire complété et reconnu au Québec. Donc là, vous devez voir tout de suite qu'on a peut-être un petit obstacle par rapport à ça parce qu'on en a plusieurs qui ne répondent pas à ces critères scolaires-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on les admet quand même et ce qu'ils vont recevoir comme diplôme à la fin, c'est une attestation locale de l'école. Il y a quand même une majorité de nos élèves qui sont dans ce cas-là. Si on prend un métier qui n'est pas dans la liste des métiers semi-spécialisés, donc tout métier qui n'exige pas une formation professionnelle ou plus et qui ne fait pas partie de la liste, on appelle ça un métier non spécialisé. Et ce que ça va donner aussi comme diplôme, c'est une attestation locale. Que l'élève reçoive un CFMS ou une attestation locale, l'élève va faire quand même la même formation. Donc, en bout de ligne, la valeur sur le marché du travail va être la même. La différence du CFMS, ce serait plus pour quelqu'un qui voudrait poursuivre ses études, par exemple. Ça pourrait donner accès à différents programmes de formation professionnelle. Donc, des exemples de métiers. Dans les métiers semi-spécialisés, on va vraiment dans différents domaines. Donc, on a des métiers en lien avec la métallurgie. On forme beaucoup de préposés à l'entretien ménager parce qu'ici, à Québec, on est une ville de service. Donc, il y a beaucoup d'emplois là-dedans. Des emplois qui sont très bien payés aussi pour des gens qui n'ont pas besoin d'avoir un niveau de scolarité élevé. On forme des gens en garderie, des gens en marchandises. On a plusieurs métiers en lien avec l'alimentation, cuisine, boulangerie, boucherie, tout ça. On a des métiers qui s'apparentent à la construction, des métiers du textile, des métiers dans le domaine de l'automobile. On a des métiers dans le domaine de la santé, comme le service alimentaire, par exemple. Des métiers en lien avec l'agriculture, en lien avec l'imprimerie. Donc, on peut aller dans différents domaines. Sur la photo qu'on va vous présenter, vous voyez qu'il y a deux personnes. Donc, à droite, c'est un de mes élèves que j'ai eu dans les dernières années qui provenait de l'Iran. C'était une première expérience pour l'entreprise de prendre une personne immigrante, puis finalement, ça a été super. Donc, il a repris un de mes élèves népalais cette année et cet élève-là termine actuellement sa formation et il l'embauche aussi. Donc, ça a été une expérience super positive pour l'entreprise en métallurgie. Dans les métiers non spécialisés, des métiers qu'on va former souvent, on a par exemple des aides générales dans des résidences de personnes âgées. On a souvent des personnes, des madames africaines surtout, qui arrivent ici qui voudraient être préposées aux bénéficiaires, mais ce n'est pas toujours quelque chose qui est réaliste du côté scolaire. Donc, souvent, la porte d'entrée, ça va être comme aide générale. On forme des gens aussi dans le domaine de bureau, donc des commis de bureau, commis comptables, tout ça. On a des gens en construction, en mécanique automobile, des caissiers dans des commerces. Donc, on peut aller vraiment dans plusieurs directions. Sur la photo suivante, vous allez voir à gauche, c'est un super bon exemple d'intégration. Donc, c'est un de mes élèves présentement. C'est un monsieur colombien qui est arrivé ici avec sa famille parce qu'il voulait offrir un meilleur avenir à sa famille. Donc, lui, il fait un stage comme agent de bureau au Palais de justice de Québec. Donc, il fait ce stage-là. C'est quelqu'un qui était scolarisé quand il est arrivé ici, mais qui avait besoin quand même, au niveau de la francisation, de continuer de développer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur-là travaille aussi la fin de semaine comme préposé au stationnement. Et ce qu'il me disait, c'est que son emploi de fin de semaine, ça lui permet d'apprendre le français plus de la rue, donc le français que les gens vont utiliser tous les jours. Et dans son stage, bien, il apprend un français professionnel. Donc, pour lui, c'est super bénéfique. Vous avez un exemple d'un de mes élèves qui transférait de la francisation, donc quelqu'un qui arrive de l'Afrique, il fait un stage dans une entreprise de construction. Donc, c'est des exemples qu'on peut faire dans le ISP. Juste pour vous dire que notre offre ISP, elle est très variée. Donc, au Centre Louis-Joliette,
On a des formations qui vont mener vraiment à un diplôme de qualification professionnelle dans différents organismes, mis à part l'école. Et on offre aussi des contenus d'intégration socio-professionnelle dans différents programmes de la commission scolaire et autres. Concrètement, la façon que ça fonctionne, l'intégration socio-professionnelle, c'est en 2 parties. Donc, il y a une première partie qui se fait à l'école, ça dure 5 semaines. Et cette partie-là, dans le fond, c'est la préparation au marché du travail. Les élèves sont inscrits 30 heures par semaine. Donc, ce qu'ils font au début, c'est qu'ils doivent explorer les métiers. Donc, ils doivent créer leur portrait professionnel. Quels sont leurs intérêts, leurs aptitudes, leurs qualités, leurs besoins, leurs facteurs de réalité, tout ça. Et ils explorent un peu les métiers pour voir ce qui pourrait être bien pour eux et vont faire le choix d'un métier. À travers ça, nous, on leur parle de la réalité du marché du travail. Donc, comment ça fonctionne ici, travailler? Quelles sont les attentes des employeurs? C'est quoi les normes du travail? Comment interagir au travail? Comment communiquer, résoudre des conflits, tout ça? Et ensuite, on fait toute la préparation à la recherche d'emploi. Donc, on leur fait un CV. Il y en a plusieurs pour qui un CV, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. On les prépare aux entrevues, on leur fait une lettre de présentation, on leur montre à remplir des formulaires, tout ça. Et à travers ça, ils doivent faire des visites d'entreprise, donc pour visiter des milieux de travail, pour confirmer ou infirmer leur choix. Et par ces visites-là, ils vont voir aussi dans quel genre de milieu de travail ils aimeraient travailler et ça va nous mener éventuellement à trouver un milieu de stage potentiel pour eux pour la suite des choses. Donc, dans les principaux cours qu'on va offrir dans la formation d'intégration socio-professionnelle, il y a le cours choix d'un métier. Donc, c'est là où est-ce qu'on travaille tout au niveau de la connaissance de soi. Donc, tantôt, on disait que c'était un peu difficile pour eux. C'est dans ce cours-là qu'on va travailler ça. On parle du monde du travail, des conditions d'emploi aussi. On va aborder, par exemple, les salaires par rapport aux emplois, les conditions de travail, tout ça. Il y a le cours sur la conciliation travail-vie privée. Donc, quelles sont mes valeurs? Quels sont les choix aussi que je fais en fonction de mes valeurs? Donc, on amène les élèves à réfléchir par rapport à ça. Exemple, s'absenter du travail parce que c'est la fête de mon fils, bien, c'est beau dans mes valeurs, sauf que dans la réalité du marché du travail, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui se fait ici. Donc, on les conscientise à ça. Ensuite de ça, il y a toute la question des interactions au travail vraiment qui est très importante. Donc, les relations avec les supérieurs, l'équipe de travail, la communication, résoudre des conflits, s'intégrer à une entreprise. Les relations, entre autres, avec les supérieurs, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Exemple de dire, on va regarder l'employeur dans les yeux ici, c'est important. Dans plusieurs cultures, c'est vu comme un manque de respect. Donc ça, on doit travailler ça beaucoup, d'avoir le droit de s'affirmer aussi. Donc ici, s'il y a un problème dans notre travail, on peut parler à notre employeur pour résoudre ce problème-là. Mais il y en a pour qui ils nous disent « Ah, ben non, madame, c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez. » Non, ici, tu as le droit là, de t'affirmer. Donc, on travaille beaucoup par rapport à ça aussi. Ensuite de ça, même chose au niveau des entrevues. Donc, il faut s'adapter aux mœurs québécoises, encore une fois, au niveau du regard, mais s'exprimer clairement aussi et être capable de mettre des mots sur ses idées. Souvent, quand on leur dit c'est quoi ta principale qualité? Bien, ils nous disent le mot qu'ils ont entendu le plus souvent depuis qu'ils ont commencé l'école. Ils vont nous dire « je suis ponctuel ». Bon, bien, c'est bien beau être ponctuel, là, mais à part ça, qu'est-ce que tu as à offrir sur le marché du travail? Donc là, on les amène vraiment à développer leur vocabulaire pour être capable de se présenter vraiment mieux devant les employeurs. La deuxième partie de la formation, c'est la partie la plus intéressante pour nos élèves. Donc, c'est le stage de formation en entreprise. C'est là qu'ils vont développer leurs compétences professionnelles. Donc, normalement, on s'embarque pour un 375 heures de formation pour pouvoir avoir le diplôme. Parfois, on va étirer jusqu'à 450 heures quand il y a encore des choses qui sont difficiles au niveau des compétences ou si on pense que pour le français, ça pourrait aider aussi de poursuivre. Donc, normalement, les élèves sont en stage 30 heures par semaine du lundi au vendredi. La façon que ça fonctionne, c'est que là, ils vont avoir visité des entreprises, puis on va avoir déterminé un bon milieu d'apprentissage pour eux. Alors, on va signer une entente de stage avec l'entreprise et là, ils vont avoir des compétences à acquérir par rapport au plan de formation du ministère de l'Éducation. Donc, une fois en entreprise, les élèves sont jumelés avec un travailleur spécialisé, finalement, du métier qui les intéresse. Donc, une aide éducatrice va être jumelée avec une éducatrice, un aide boucher avec un boucher, et ainsi de suite. Donc, c'est le formateur qui va montrer le métier à l'élève. Et nous, comme enseignants, on se déplace une fois par semaine en entreprise. On fait des rencontres avec les élèves, qui est un suivi de stage, finalement, où est-ce qu'on continue à faire de la formation, entre autres sur les comportements professionnels qui vont être attendus à la fin du stage.
Donc, il y a toute une question de discussion, puis là, c'est là qu'on continue de développer le vocabulaire professionnel aussi. Donc, par rapport à tous les comportements qu'on va évaluer à la fin de leur formation. Donc, on va évaluer 3 fois les compétences professionnelles en cours de route et 1 fois les comportements socio-professionnels. Dans tout ça, les élèves sont protégés par une assurance. L'employeur peut recevoir un crédit d'impôt pour formation d'entreprise. Puis nous, à la fin, si jamais les élèves n'ont pas d'emploi dans leur milieu de stage, c'est des choses qui peuvent arriver. À ce moment-là, ce qu'on fait, on fait 1 mois de soutien à la recherche d'emploi pour les aider à se trouver un emploi. Donc, généralement, quelqu'un qui se rend jusqu'à la fin de la formation et qui a obtenu un succès, c'est très rare qu'il n'y aura pas d'emploi à la fin de la formation. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. 1 minute? Je vais y aller très rapidement. Donc, juste pour vous dire qu'au niveau du développement des compétences professionnelles, c'est vraiment une approche par compétences qu'on va avoir. Donc, c'est une formation qui est appliquée. Et là-dedans, dans le fond, on va élaborer, après chaque cours, on élabore un plan d'action avec l'élève. Donc, il doit lui-même se positionner à identifier quelles sont ses forces, ses limites, trouver un objectif de changement, quels sont les moyens qu'il va mettre en œuvre pour y arriver, quels sont les obstacles, les difficultés possibles qu'il pourrait rencontrer et quelles sont les ressources d'aide pour l'aider à surmonter ces obstacles-là, finalement, pour pouvoir réussir à s'améliorer. Donc, si on n'a plus de temps, ce que je vous dirais, c'est que tout ça, l'intégration socio-professionnelle, c'est quand même un moyen qui aide vraiment nos élèves immigrants à s'intégrer, à continuer aussi à apprendre le français. Donc, c'est pas pour rien, on est présentement en train de développer beaucoup de projets, de nouvelles formations pour répondre à ces besoins-là, parce qu'on sait aussi que l'intégration, ça passe par le travail. Donc, c'est vraiment notre mission à nous, là, en intégration socio-professionnelle. Voilà. Que c'est pas parce que le niveau de français peut parfois atteindre certaines limites à l'école, mais il y a beaucoup de chemin qui peut être fait aussi en milieu de travail. Donc, c'est là où la francisation et le programme ISP deviennent vraiment complémentaires et donnent de beaux résultats parce qu'on a des beaux exemples de réussite. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant aussi prendre quelques questions et un soleil attaché au plafond. Donc, oui. Donc, merci beaucoup et posez vos questions. Je vais vous assister comme toujours. Bonjour, je m'appelle Joanie. Donc, moi, j'avais quelques petites questions, surtout pour Julie, en fait. Mais première question, je me demandais si on avait remarqué par rapport à l'origine, comme tantôt vous disiez que votre Syrien dans la classe avait appris plus rapidement, en fait, semblait apprendre plus rapidement parce que ça fait moins longtemps qu'il est ici. Puis, moi, j'étais en enseignement du français langue seconde jusqu'à l'année passée, fait que j'ai fait mon premier stage et dans ma classe, c'était une classe au primaire, c'était une classe d'accueil. Les Syriens apprenaient aussi plus vite. Fait que je me demandais juste s'il y avait un rapprochement à faire. Est-ce que dépendamment de la nationalité d'origine, ils vont apprendre plus rapidement ou non? Bien, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. L'exemple de tout à l'heure, Ahmad, lui, je sais qu'il est allé, il a quand même fréquenté l'école quand il était plus jeune. La principale difficulté, et je pense pourquoi il est en alpha francisation, peut-être que le cheminement scolarisé pour lui aurait été un peu trop rapide et il y avait beaucoup de... Comme il n'a pas appris l'anglais, il n'était pas familier avec l'alphabet latin. Donc déjà là, au départ, il y avait beaucoup à gagner en étant en alpha francisation. Mais c'est sûr que lui, si on le revoit dans 3 ans, moi, je ne suis pas inquiète pour lui. Il va déjà... il va avoir atteint un niveau de français, puis il va être fonctionnel. Puis s'il veut déjà être à l'emploi, je suis sûre qu'il va l'être. C'est ça. Je pense que, puis si on compare avec les Népalais, Bhoutanais qu'on a vus, qui, eux, sont nombreux au centre. Et pour beaucoup, l'apprentissage est très lent, mais... eux, c'est les 2 dernières générations de leur peuple étaient en camp de réfugiés. Donc, il y en a qui sont nés, des jeunes qui arrivent, eux sont nés sur les camps de réfugiés. On a des gens qui étaient 17 ans, 18 ans, 20 ans. Donc, on peut comprendre qu'à ce moment-là,
je peux pas, moi, comme ça, de manière improvisée, identifier tout ce que ça peut impliquer, mais je crois que ça peut avoir à voir après avec de la manière dont tu vas apprendre ce que tu as vécu, de quelle manière tu as appris. Comme disait Stéphanie, ils n'avaient pas de métier nécessairement, eux, là, avant. Ils n'ont pas travaillé, puis pas beaucoup été à l'école. Ahmad travaillait, il m'a parlé de son travail, il travaillait au Liban, puis tout ça, il y a déjà, tu sais, c'est ça, là, les expériences antérieures ne sont pas les mêmes. Donc, on dirait que c'est pas nécessairement par rapport à leur origine linguistique, par rapport à l'origine, j'ai pas nécessairement, ouais, peut-être sociale. Justement, en Syrie, probablement qu'il n'a pas passé de temps dans un camp de réfugiés. Il n'a pas passé sa vie dans un camp de réfugiés avant d'arriver ici, fait nécessairement. Oui. Ce qui fait partie de l'expérience de vie est importante. Ouais. J'avais une autre question, cette fois-ci, par rapport aux entrevues qu'on a écoutées. La manière que vous posez vos questions, en fait. Je remarque qu'il y a la vitesse d'élocution qui est très régulière, si je peux dire, là, qui est comme, j'ai l'impression que vous pourriez me parler comme ça à moi aussi. Donc, la vitesse est la même, pourtant, pour des gens qui n'ont pas nécessairement une grande expérience du français. Fait que déjà, je me demandais si c'était toujours à cette vitesse-là en classe. Et l'autre question, c'était, en fait, dans la même question, le choix de la formulation. Donc, le choix des, comment on pose la question. Pardon, la question. Vous n'avez pas utilisé la formule, tu sais, français, parce que, soutenu, c'est ça, parce que vous avez posé des questions comme « Qu'est-ce que tu vas ?» ou « C'est qui ?» Donc, plus avec pas d'inversion avec le verbe et le sujet. Puis, je me questionnais à savoir si c'était voulu ou si c'était simplement parce que ça sort comme ça ou si c'était vraiment réfléchi comme démarche en fonction de ce qu'ils vont croiser dans la vie de tous les jours. Un peu de tout ça. La question est vraiment bonne. Les questions, comme j'ai dit tout à l'heure, les questions que je leur ai demandées, c'est des questions qu'on a beaucoup pratiquées parce que c'est des choses qui se font poser souvent, on va dire, quand ils rencontrent des gens. Puis ces questions-là, on les appelle identité personnelle, on les a pratiquées de plusieurs formes. Donc, parce qu'on ne peut pas prévoir, il y a toujours le fameux exemple, là, comment vous vous appelez, comment tu t'appelles, quel est votre nom, c'est quoi ton nom, et la personne qu'on rencontre dit « T'es un petit qui, toi? » Tu sais, c'est comme, on ne peut pas prévoir de quelle manière les gens vont se faire poser même des questions très simples. Donc, oui, j'ai fait exprès dans la vidéo d'avoir essayé d'avoir un débit normal, mais je savais très bien que c'était capable parce que c'est des choses qu'on a fait et répéter. Quand j'enseigne, c'est pas comme ça, c'est pas le ton qui est adopté. Là, on peut dire c'était rodé. OK. Oui. J'ai peut-être encore une question. Donc, vous disiez que vous abordiez la question sous différentes formes. Est-ce qu'on va autant y aller justement d'un français plus soutenu, où vas-tu après l'école, jusqu'à tu t'en vas où, mais que tu aies fini? Oui, c'est une bonne question, là. Je peux dire que je vais y aller avec la capacité de mes élèves à le comprendre, puis à... Bonjour, j'ai aussi une question pour Julie. Moi, mon nom, c'est Frédéric, en passant. En fait, vous parliez justement d'à quel point il y a des backgrounds différents, si on peut parler comme ça, pour la francisation. Quel genre d'outils est-ce que vous déployez pour entrer en contact avec ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement une connaissance de base du français? C'est la question. Hein? On essaie d'être très imaginatif. On essaie d'utiliser la langue, parce que c'est ça, en fait, ce qui ont de la difficulté, c'est de voir la langue comme un objet d'apprentissage. Nous, on était familiarisés à ça en apprenant notre langue, le français, puis même en apprenant d'autres langues, on arrive à décomposer tout ça, mais en n'ayant pas appris à écrire notre propre langue maternelle, peu importe peu importe laquelle.
ça fait que la langue est uniquement un outil, c'est un outil, la langue, c'est pour communiquer, tout ça, mais c'est pas quelque chose qu'on étudie, là, pour eux. Donc, au départ, nous, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'essayais, de leur enseigner le verbe à être. Donc, je suis, tu es, il est, mais ça n'a aucun sens. Donc, on essaie vraiment de mettre l'apprentissage toujours à travers des intentions précises de communication et encore plus avec nos apprenants en alpha-francisation parce que c'est déjà tellement difficile de mémoriser toutes sortes de choses que je ne leur demanderai pas de mémoriser la conjugaison d'un verbe parce que quand c'est pas ça qu'ils vont devoir utiliser. On tolère beaucoup d'erreurs. On essaie de se concentrer sur, OK, moi, je comprends le message. Est-ce que s'il s'exprime à un caissier ou à un agent d'emploi Québec, est-ce que la personne va comprendre ce qu'il dit? Et on part de là, puis on essaie d'améliorer, puis tout ça. C'est ça. Oui. De rien. Bonjour, moi c'est Samuel. Je vais peut-être, la question s'adresse à toutes les deux, mais je vais peut-être l'orienter un peu plus vers Stéphanie parce que vous avez été moins populaire. Bon, me semble en vous écoutant à toutes les deux que, comment dire, que je ne veux pas parler de pente à remonter, mais c'est comme, me semble en vous écoutant que ce que vous devez enseigner aux élèves, c'est plus que des connaissances, c'est beaucoup plus du bagage, comment dire, socio-culturel plutôt que du bagage linguistique au sens strict. C'est pas, OK, tu leur donnes, je sais pas, je te donne le bécherel, puis apprenez les plus que parfaits pour la semaine prochaine, quelque chose. C'est plus là des gens que, comment dire, que des choses que peut-être, je veux pas parler au nous, mais la plupart des Occidentaux prennent pour acquis, et là, tu as besoin, comme d'avoir besoin d'enseigner ça. Bref, ma question, comment faites-vous dans le pratique pour conjuguer des besoins, des besoins linguistiques d'une part avec ces besoins plutôt plus de base que, comme Stéphanie, vous avez parlé de la formation, comment que tu de dire aux gens, tu peux regarder l'employeur dans les yeux ou tu peux des choses comme ça. Comment est-ce que vous faites dans la pratique pour conjuguer les deux? Parce que moi, j'y pense et je ne suis pas sûr, toute humilité, que je serais capable. Vous, évidemment, vous l'êtes toutes les deux, donc je suis curieux d'entendre plus sur ça. C'est une excellente question. Pour nous, c'est vraiment un aspect très important de notre travail en intégration socio-professionnelle parce que, ça le dit, hein, c'est de l'intégration sociale et professionnelle. Donc, il y a toute la question des comportements qu'on aborde d'abord dans les 5 premières semaines, mais on s'entend que 5 semaines, c'est court dans la vie pour apprendre différentes choses et faire tout ce qu'on a à faire. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'ils sont rendus en stage, par exemple, on n'a pas eu le temps de le voir tout à l'heure, mais on a construit un outil de suivi de stage où est-ce que vraiment on va aborder différents thèmes et comportements et la façon qu'on va continuer à faire de la formation avec nos élèves, c'est qu'on va décortiquer chacun de ces thèmes-là. Par exemple, qu'est-ce que la ponctualité? Et là, on va y aller. C'est d'arriver à l'heure pour être prêt à commencer. C'est d'arriver à l'avance pour être prêt à commencer à l'heure, c'est de respecter les temps de pause, tout ça. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on pose différentes questions sur comment ça se vit dans le milieu de travail. Donc, au cours des 15 semaines à peu près de formation en stage, on couvre comme ça des thèmes où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges. Ça se fait essentiellement à l'oral parce que pour la plupart, de devoir écrire sur des sujets comme ça, ce serait un peu difficile. Donc, de la façon qu'on le mène, c'est un peu comme une discussion entrevue, si on veut, entre l'enseignant et son élève. Alors, moi, je vais poser ma question avec un langage soutenu et par la suite, quand l'élève, par exemple, ne comprend pas un terme, bien là, on
on va trouver des synonymes et des formulations synonymes de synonymes. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on travaille et ça, c'est super important pour nous. Moi, j'ajouterais qu'on parle beaucoup des exemples concrets parce qu'eux vivent toutes sortes de situations et ils nous en parlent parce qu'on est un peu des références. Hein. Et à partir de ça, on bâtit d'autres exercices, d'autres explications. Et souvent, il y a tout un cours qui va se faire qui n'était pas du tout le contenu du cours prévu, mais parce qu'il est arrivé telle situation hier soir dans la vie de Ahmad, bien là, on va passer près d'un cours à voir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu être différent, puis qu'est-ce que je peux dire dans ces situations-là pour que ça soit mieux ou voilà.